Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en 2 parties de notre série sur les personnages mythiques ayant vraiment existé, je retrace le parcours d'un roi dont la légende a inspiré tant de récits de fiction qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de démêler le folklore et l'invention littéraire des faits qui se sont réellement produits. Un fascinant travail de recherche historique qui m'a permis de reconstituer l'incroyable épopée de ce défenseur des peuples celtes, britanniques et bretons et des fameux chevaliers de la table ronde. Il se passe des choses bien étranges au château du roi Arthur, le célèbre Camelot, au pays de Galles lors des fêtes de l'Ascension. Un chevalier étranger, Méléagant, fils du roi d'un pays d'où l'on ne revient pas, lance un étrange défi. Un duel qui aura pour enjeu un grand nombre de chevaliers et de dames d'honneur d'Arthur que le père du chevalier garde prisonniers. Le sénéchal du roi qui se battra en duel avec Méléagant l'emporte, les chevaliers et les dames de la cour déjà prisonniers du père de ce dernier seront libérés. Mais s'il perd, l'épouse d'Arthur, la reine Guenièvre, devra les rejoindre en captivité. Le duel a lieu, Queux est vaincu, Guenièvre doit suivre Méléagant au pays d'où l'on ne revient pas. Plusieurs chevaliers, dont le neveu d'Arthur, Gauvin, entreprennent alors de la délivrer. Parmi eux se trouve un inconnu. On apprendra plus tard qu'il s'appelle Lancelot du Lac, dont le roi considérera qu'il est le meilleur chevalier du monde. Au cours des nombreuses et merveilleuses aventures qui suivent, Lancelot prouve sa valeur, sa loyauté et son courage. Il parvient à libérer la reine Guenièvre de sa prison. Mais elle a appris qu'il a hésité un instant à monter dans la charrette avec ses compagnons pour suivre sa trace. Elle ne lui manifeste donc aucune reconnaissance et ne veut plus le voir. Désolé par l'attitude de la reine dont il est fou amoureux, Lancelot tente de se suicider, mais Guenièvre, qui en souffre à en mourir, lui avoue aussi son amour. Lancelot rejoint alors sa chambre, il brise les barreaux de la fenêtre pour y accéder. Chrétien de Troyes nous raconte la suite. Il arrive au lit de la reine. Il reste en adoration en s'inclinant devant elle. Alors la reine lui tend les bras, les passe autour de lui et le serre étroitement sur sa poitrine. Ainsi, elle l'a tiré dans son lit, lui réservant le meilleur accueil qu'elle puisse jamais lui faire. C'est Amour et son cœur qui lui dictent sa conduite. C'est inspiré par Amour qu'elle lui fait fête. Mais si elle éprouve pour lui un grand amour, lui éprouve pour elle un amour 100 000 fois plus grand, car Amour n'a rien fait avec tous les autres cœurs en comparaison de ce qu'il a fait avec le sien. Maintenant, Lancelot a tout ce qu'il veut, puisque la reine accueille avec faveur sa compagnie et ses caresses, puisqu'il la tient entre ses bras comme elle le tient entre les siens. Ce jeu est si doux et si bon, ce jeu de baisers, ce jeu de sens. Ils ont connu une joie si merveilleuse qu'on n'en a jamais entendu décrire, jamais connu de semblable. Lancelot eut beaucoup de joie et de plaisir cette nuit-là. Cette nuit entraînera beaucoup de péripéties plutôt compliquées. Lancelot réussit néanmoins à sauver l'honneur de la reine en remportant un grand tournoi avant de se constituer prisonnier entre les mains de Méléagant comme il l'avait promis. Il sera libéré et reviendra à la cour avant de tuer Méléagant en duel. La passion irrésistible qui unit les deux amants est comparable à celle de Tristan et Iseult. Un amour fatal. Il entraîne évidemment beaucoup d'autres épisodes tragiques. Cela n'empêche pas Lancelot d'être le chevalier préféré du roi Arthur, mais le soupçon sera le premier élément qui conduira à désintégrer le lien unissant les chevaliers de la table ronde. Bien sûr, ce récit est une légende. C'est le propre des aventures arthuriennes. Mais qui était vraiment ce roi, et a-t-il même jamais existé ? Les débats sur la réalité de l'existence d'Arthur n'ont jamais vraiment cessé. La plus grande probabilité est qu'il ait été un chef de guerre celte combattant les Saxons au tournant du VIe siècle. Ses exploits se déroulent essentiellement en Cornouailles, au pays de Galles et dans la Bretagne française, c'est-à-dire en pays celte.
Une très grande Bretagne, en somme. L'histoire du roi Arthur a d'abord été le thème de récits oraux dont nous n'avons aucune trace. Le véritable créateur de la légende arthurienne est un écrivain anglais, Geoffrey de Monmouth, né dans le sud du pays de Galles aux environs de l'année 1100. De famille bretonne, il se rend à Oxford. Là, il va écrire une histoire des rois de Bretagne. Elle est la source principale du cycle d'Arthur. Il écrira plus tard les prophéties de Merlin, conçues séparément, puis incorporées à son histoire des souverains bretons. Au début de l'année 1149, il écrit un petit poème en latin sur la vie de Merlin. Lorsqu'il meurt en 1155 au pays de Galles, c'est alors un Français, Chrétien de Troyes, qui s'empare de la légende du roi Arthur. Il avait commencé par traduire Ovide, l'auteur latin des Métamorphoses et de l'Art d'aimer. Puis, en 1168, il écrit son « Lancelot ou le chevalier à la charrette ». Ce texte est dédié à Marie, fille d'Aliénor d'Aquitaine. C'est dans cette œuvre que se situe le récit que je vous ai raconté des amours de Guenièvre et de Lancelot. Il a aussi écrit un Perceval ou le conte du Graal, Perceval étant un des chevaliers de la table ronde auquel nous allons nous intéresser plus tard dans ce récit. Cette littérature, qu'elle soit anglaise ou française, est le reflet de la société du temps où vivaient les auteurs, la chevalerie, l'amour courtois, la vie de cour. Une vision idéale et cérémonieuse de la royauté incarnée par Arthur. Ces auteurs mêlent à leurs récits des fées, des magiciens, des enchantements qui amènent des péripéties de plus en plus fantastiques. Avant de parler d'Arthur, il faut d'abord tenter d'expliquer qui est l'enchanteur Merlin. Car c'est à lui qu'il doit sa naissance. Dans les divers récits qui le concernent, Merlin apparaît tantôt comme un prophète christique qui amènera la création de la table ronde et la quête du Graal, tantôt comme un personnage obscur, fils d'une jeune femme et d'un démon. En fait, il est un peu des deux. Pour Monmouth, Merlin est le fils d'une princesse et d'un mystérieux jeune homme dont les allures fantastiques donnaient à croire qu'il était un démon. C'est cette étrange naissance qui lui confère des pouvoirs magiques. Il connaît le passé, mais aussi l'avenir, il fait des prophéties, et il va, plus tard, assister les Celtes dans leur lutte contre les Saxons. Il va aider 2 rois successifs, à commencer par Uther Pendragon. Uther Pendragon, roi des Celtes, tombe éperdument amoureux d'Ygerne, épouse de son fidèle général Gorlois, au cours d'un banquet. Le mari s'aperçoit de l'intérêt du souverain pour sa femme et quitte sur le champ le palais avec elle. Or, ce départ brusque est un acte de félonie pour le droit féodal qui impose au vassal de rester à la cour du seigneur à sa disposition. Uther déclare donc la guerre à Gorlois. Ce dernier installe son épouse dans la forteresse imprenable de Tintagel, en Cornouailles. Elle est gardée et personne ne peut l'approcher. C'est là que Merlin va aider Uther. Par un tour de magie, il lui donne l'apparence de Gorlois. Le roi peut donc entrer dans Tintagel et assouvir sa passion pour Ygerne sous l'apparence de Gorlois. C'est ainsi qu'il conçoit Arthur. Cette histoire est inspirée par l'Amphitryon de l'auteur grec Plaute. Jupiter s'y métamorphose en Amphitryon pour approcher son épouse Alcmène, qui accouchera d'Hercule. Merlin se voit confier Arthur qui est né à Tintagel. C'est un fils illégitime. Plus tard, Gorlois sera tué dans une bataille contre Uther Pendragon et ce dernier épousera Ygerne. En ce qui concerne l'éducation du jeune Arthur, certains l'attribuent totalement à Merlin, c'est l'option de Walt Disney dans son dessin animé. Merlin apprend à Arthur le métier des armes sans jamais lui révéler sa naissance royale. Pour d'autres, comme Monmouth, Merlin confie le nouveau-né en secret au chevalier Antor. Quoi qu'il en soit, à la mort d'Uther Pendragon, le roi n'a pas d'héritier et la Bretagne, au sens large, se trouve sans souverain. Or, après la messe de Noël suivant la mort du roi, apparaît miraculeusement à la porte de l'église de Logres un rocher carré surmonté d'une enclume dans laquelle une épée est fichée.
Une inscription indique que celui qui arrivera à extraire l'épée de l'enclume deviendra roi. L'épée s'appelle Excalibur. De nombreux prétendants se présentent. Aucun ne réussit. Seul Arthur peut dégager l'épée de l'enclume et la brandir. Il le fera 4 fois de suite. Il apparaît alors comme l'élu indiscutable des dieux. Il est acclamé par les barons avec lesquels il participe à un grand banquet au cours duquel il reçoit la couronne. Il passe ses premières années au pouvoir à affirmer sa légitimité. Il s'entoure de chevaliers, parmi lesquels un s'illustre particulièrement, son neveu Gauvin. La plupart des barons se révoltent contre Arthur en raison de sa bâtardise, alors que le petit peuple et le clergé lui restent fidèles. Le jeune roi va vaincre les barons une première fois à la bataille de Caërlon, grâce aux boules de feu lancées par la magie de Merlin du haut d'une tour. Plusieurs barons font alors allégeance à Arthur. Il les reçoit d'une façon magnifique. Les derniers rebelles s'allient avec les Saxons, mais ils vont être écrasés une seconde fois à Bedigran, en Cornouailles. Au cours de ces combats, les qualités militaires du nouveau roi éclatent au grand jour. C'est alors qu'Arthur va s'allier au vieux roi Léodagan de Carmélide. À ce propos, Merlin avait fait cadeau à Uther Pendragon de la table ronde. Celle-ci est destinée au roi et à ses chevaliers. Elle est ronde pour éviter toute préséance et permettre des discussions franches et apaisées. Les chevaliers y ont chacun leur place marquée. Après la mort d'Uther, c'était le vieux roi Léodagan de Carmélide qui était devenu le gardien de la table ronde. Avec Arthur, il remporte une grande victoire sur les Saxons où Merlin les aide et combat sous l'enseigne du dragon. Le courage du jeune roi suscite l'admiration de la fille de Léodagan, Guenièvre. C'est elle que Merlin a choisie comme épouse pour son protégé. Les négociations pour le mariage sont engagées. Arthur reçoit la table ronde en cadeau de noces. Merlin lui demande alors de créer un ordre de chevalerie qui réunira les meilleurs chevaliers du monde, l'ordre de la table ronde. C'est Merlin qui raconte les batailles d'Arthur, mais il lui arrive aussi d'étranges aventures. À cette même époque, alors qu'il a pris l'apparence d'un beau jeune homme, il fait la connaissance de Viviane au bord d'une fontaine et lui promet de lui transmettre son savoir en échange de son affection. Fâcheuse initiative. Viviane va abuser de sa générosité. Après avoir reçu l'hommage de tous ses chevaliers, Arthur organise une grande fête de réconciliation. Tous les chevaliers de la table ronde passés au service du roi depuis son mariage prononcent le vœu de secourir les damoiselles en détresse. Ils s'engagent aussi à raconter sans mentir leurs exploits que Guenièvre fera transcrire par 4 clercs. Ils organisent aussi un tournoi où ils combattent Gauvin et d'autres chevaliers de la reine. Un cousin de Guenièvre, Guillaumard, entame alors une aventure amoureuse avec la sœur d'Arthur, la fée Morgane, qui a aussi été éduquée par Merlin. Elle est notamment experte en astronomie. La reine n'apprécie pas du tout cette relation sentimentale et le fait savoir à Morgane. Désormais, les 2 belles sœurs seront des ennemis mortels. Le roi Arthur a fait construire son magnifique château de Camelot au pays de Galles comme un écrin destiné à abriter la table ronde et sa confrérie de chevaliers. Il a une autorité certaine sur son entourage, y compris aux heures les plus sombres de son humiliation par ses ennemis et de son chagrin personnel. Toute égalité entre le roi et les chevaliers de la table ronde est exclue. L'autorité du souverain s'exerce notamment dans le domaine de la justice, où la décision finale lui revient toujours. Malgré cette position prééminente du roi, la cour attire de nombreux guerriers. Ils y retrouvent une sociabilité courtoise, voire une convivialité chaleureuse, qui ne préserve cependant ni des rivalités, ni des intrigues et des tensions. La plupart sont des vassaux d'Arthur. Ils lui doivent l'aide militaire et le conseil. Ils sont toujours présents auprès du monarque. Mais sur un plan plus humain, tous sont séduits par l'affabilité du souverain à leur égard. Ils ont raison de l'aimer car il se montre d'une extrême générosité. Non seulement il leur offre le gîte et le couvert, mais aussi l'argent, la vaisselle, les armes, les robes et les chevaux. Ce faste de cour n'apparaît pas du tout dans l'œuvre de Monmouth.
C'est Chrétien de Troyes qui le décrit le mieux car il connaît bien la fascination qu'exercent sur la noblesse les superbes marchandises qu'on peut acquérir dans les grandes foires des villes de Champagne comme Troyes ou Provins. Camelot est au centre de toutes les aventures des chevaliers de la table ronde. Tout en part et tout y aboutit. Il ne faut pas pour autant croire que le roi Arthur soit un personnage statique et majestueux, incapable de sortir de son palais. C'est tout le contraire. Il aime l'aventure, il est en perpétuel déplacement avec ses chevaliers. Quand il n'a pas de leurs nouvelles, il part à leur recherche. C'est ainsi que lorsqu'on perd la trace de Perceval, Arthur déclare « Jamais plus je ne coucherai 2 nuits de suite en chambre ou en salle avant de le revoir s'il est vivant, sur mer ou sur terre. Mais je vais me mettre tout de suite en route pour partir à sa recherche. » Mais Perceval, c'est une autre aventure, celle d'un singulier chevalier de la table ronde, c'est la quête du Graal. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire consacré à la légende arthurienne. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Lancelot ou le Chevalier de la Charrette par Chrétien de Troyes, Diane de Cellier éditeur, 2014. La légende du roi Arthur 550-1250 par Martin Aurel, édition Perrin 2007, réédition Tempus 2018.